j'ai fait campagne sur ce thème. Donc, j'affirme la volonté politique première, stratégique de la France d'être à la fois leader sur le nucléaire, l'énergie nucléaire. Mais nous allons devenir leader dans les énergies renouvelables au même titre que nous sommes leaders dans les énergies nucléaires. Et nous allons prendre les décisions pour les énergies renouvelables aujourd'hui aussi importantes que celles qui ont été prises dans les années 60 par le général de Gaulle pour l'énergie nucléaire. C'est un engagement historique de tous les pays, dont la France, d'avoir en 2020 23% de notre énergie en énergie renouvelable. Nous sommes à combien aujourd'hui? 10%. Voilà. Si on veut, il faut respecter cela. C'est de mon point de vue un minimum. Non, non. Ce qu'on a décidé dans le Grenelle de l'environnement, le paquet énergie-climat, c'est un cap, c'est un minimum. Ce n'est pas un maximum inatteignable. Et c'est une orientation majeure. Alors, c'est un engagement que j'ai pris dans ma campagne présidentielle. C'est un engagement que je tiendrai scrupuleusement. Crise ou pas crise, cet argent ira au ministère du Développement durable. J'ai pris un autre engagement. C'est là où nous dépensons, Hervé, 1 euro pour le nucléaire, nous dépenserons le même euro pour la recherche sur les technologies propres et sur la prévention des atteintes à l'environnement. Vous aurez les moyens, on doit devenir les leaders en la matière. Bon, parmi toutes les énergies, alors il y a des exigences plus fortes, à mon avis, dans le solaire photovoltaïque, pour les biocarburants de la 2e génération, parce qu'on ne peut pas attendre, là. La France décide d'investir dans le photovoltaïque sur la durée, sur le long terme. Alors, je vous dis aussi que la société de demain, c'est la croissance durable, c'est l'économie de la connaissance, c'est l'innovation, m'avez-vous dit. Vous aurez un fort soutien public au travers de l'engagement d'un rachat de l'énergie produite, à bon prix. Je veux le dire également que l'État montrera l'exemple pour ses propres bâtiments. Il n'y aura pas de baisse dans les tarifs de rachat d'ici à 2012. Vous voulez de la lisibilité, m'avez-vous dit, hein? Vous voulez incitatif et pérenne, m'avez-vous dit, très exactement. Eh bien, moi, je prends un engagement jusqu'à 2012, après, on ne sait pas. En tout cas, de vous donner une visibilité pluriannuelle, il n'y aura pas de baisse. Aujourd'hui, c'est une... On va nous tuer. Charbon, son rapport, il sert à rien. Il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas de volonté pour le renouvelable aujourd'hui en France. La volonté du gouvernement, c'est le nucléaire. La volonté du gouvernement, c'est le guerre. Et nous, la volonté sur le solaire. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue en région. Merci de choisir l'information sur France 3. Le dossier du samedi consacré au développement durable, un secteur qui prend un sérieux coup dans l'aile, vous allez le voir, depuis la fin 2010. Le nombre d'installations de panneaux solaires, panneaux photovoltaïques a fortement chuté. Bonsoir. Le développement de l'électricité solaire, tellement plébiscité il y a quelques années, subit actuellement un véritable coup de frein. Baisse des crédits d'impôt, baisse des financements des collectivités et depuis décembre dernier, un moratoire qui pour les grosses structures photovoltaïques bloque carrément tous les projets. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues,
notre pays a décidé de soutenir les énergies renouvelables. Et beaucoup de nos compatriotes, et tout particulièrement ultramarins, ont cru dans le photovoltaïque et y croient toujours. Et puis, le 12 janvier 2010, au sortir du sommet de Copenhague, Monsieur le Président, et malgré les promesses répétées du gouvernement, voici que des arrêtés sont pris qui annulent le dispositif, et ce de façon rétroactive. Alors moi, je veux parler ici de la situation d'une entreprise que je connais. J'ai promis d'en parler parce qu'elle est particulièrement significative de ce qui serait en train de se passer si nous acceptions ce que vous nous proposez dans cet article 13. Il s'agit d'une entreprise qui a conçu 8 projets solaires. 7 n'ont pas pu être mis en œuvre. Un seul est en cours à La Réunion. Cette entreprise a obtenu à La Réunion le premier permis de construire photovoltaïque intégré de France en 2008 après 8 mois d'attente. C'est un ensemble de locaux professionnels de 10 000 mètres carrés qui va s'auto-alimenter, qui va également alimenter plus de 2000 personnes en électricité entièrement propre, tout en hébergeant plus de 50 emplois permanents et qui va montrer l'exemple vertueux et une foule de possibles ainsi qu'une fiabilité long terme. Le projet devait démarrer enfin début 2011, donc dans quelques semaines, mes chers collègues. Et puis voilà, octobre 2010, c'est le chef d'entreprise qui me dit « L'Assemblée est en train de voter la suppression de la défiscalisation du photovoltaïque avec effet rétroactif. Après 3 ans de travail et d'investissement, nous ne pouvons plus commencer un projet qui n'est plus finançable. » C'était le dernier projet qui nous restait et nous sommes dans une situation qui serait catastrophique si ces dispositions étaient mises en œuvre. Bien sûr, me dit ce chef d'entreprise, je le cite, « C'est ma mort économique et professionnelle. C'est le sabordage d'une nouvelle façon d'envisager l'avenir et c'est le dépôt de bilan doublé de la faillite personnelle. » Donc voilà, ce chef d'entreprise me dit, s'agissant de l'outre-mer, donc en l'espèce de La Réunion, mais cela vaut pour, bien entendu, les autres collectivités de l'outre-mer. Ne peut-on pas imaginer qu'un amendement soit rédigé, présenté et voté, précisant que les projets déposés à Bercy avant telle date, par exemple l'été 2010, pour nous c'est décembre 2008, continueront à bénéficier du dispositif sur lequel ils ont été construits. Et c'est le sens, mes chers collègues, d'un certain nombre d'amendements, et en particulier de l'amendement 1-204 qui a été présenté par nos collègues, messieurs Gillot, Serge Larcher, Lise, Antoinette, Patient, Tuéava et moi-même. Cet amendement, il regrette, bien entendu, il part du regret de la décision vers laquelle vous semblez aller, Monsieur le Ministre, qui est de rayer d'un trait de plume ce que le gouvernement avait encouragé avec de grands discours, avec une grande publicité, avec beaucoup de communication, et de dire si le gouvernement décide cela, s'agissant de l'outre-mer tout particulièrement, dont nous connaissons non seulement la situation, mais les potentialités et les ambitions, eh bien, il faut, à minima, Monsieur le Ministre, et j'insiste beaucoup là-dessus auprès de vous, il faut, à minima, que ceux qui se sont engagés en croyant en la parole de l'État, qui ont créé des projets, mis en œuvre un certain nombre d'investissements, se sont engagés financièrement,
eh bien, il faut qu'ils puissent poursuivre dans les mêmes conditions ce qu'ils ont engagé. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, par rapport à ce chef d'entreprise, mais je n'ai pris qu'un exemple, il y en a beaucoup d'autres dans toutes les collectivités de l'outre-mer concernées, eh bien, par rapport à ces citoyens qui ont de toute bonne foi entrepris et investi en vertu des mesures qui ont été prises, nous devons les respecter et vous devez respecter la parole de l'État. C'est pourquoi, à minima, je demande vraiment, mes chers collègues, que nous votions des dispositions qui permettent, dans ces cas-là, de respecter la parole de la République. Bien, je vous remercie. Ah, Monsieur Virapoli avait demandé la parole, excusez-moi. Vous n'étiez pas noté et je ne l'ai pas vu. Bon. Merci, Monsieur le Président, parce que l'intervention de mon collègue Sueur m'interpelle. Il a décrit un cas d'école qui existe réellement. Et je voudrais poser une question, parce qu'il y a d'éminents spécialistes de loi de finances dans cette Assemblée, que je ne suis pas. Mais ma courte vie parlementaire m'amène à me poser la question, est-ce qu'une loi de finances peut être rétroactive ? Ça, c'est une vraie question.